Merci de l'invitation. C'est un plaisir de parler d'un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé au cours de ces dernières années. Et puis, juste ce que vous voyez, c'est que je suis toujours affilié à l'Université de Genève, à la faculté de médecine. Et puis, après de nombreuses années de bons et loyaux services aux HUG, je me suis donc mis dans une pratique privée depuis maintenant quelques mois. Alors, je vais parler essentiellement des rhumatismes inflammatoires et essentiellement de la polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi? Parce que c'est le rhumatisme inflammatoire qui a été le mieux étudié, dont l'impact a été le mieux étudié dans la survenue de risques cardiovasculaires ou d'événements cardiovasculaires. Mais il faut savoir que de nombreuses maladies inflammatoires sont associées à une augmentation du risque cardiovasculaire. Je ne vais pas parler de la goutte, qui fait partie aussi des maladies qui peuvent être associées à une augmentation du risque cardiovasculaire. Alors, j'ai divisé le plan de ma conférence en quatre. Une première partie qui est épidémiologique, qui est importante parce que ça met un peu en scène ce que l'on connaît, des éléments de physiopathologie, les effets des traitements anti-inflammatoires, et puis je terminerai par une slide sur la prise en charge des patients avec maladies inflammatoires. Alors tout commence au tournant du siècle avec la mise en évidence par des études épidémiologiques qu'il y a un risque de mortalité augmenté chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde. Ça, on le savait. On pensait que c'était essentiellement dû aux problèmes infectieux, mais il a été aussi noté que 50% de l'augmentation du risque de mortalité chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde était due à des événements cardiovasculaires. Alors, ceci montre en fait finalement comment se distribuent les éléments du risque cardiovasculaire dans la population générale, chez les patients avec lupus ou chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde. Et puis ce qu'on note, c'est que le risque est augmenté chez ces patients, le cercle est un peu plus gros, mais il y a une bonne part du gâteau qui revient aux éléments liés à la maladie de base. Alors, quels sont les éléments qui permettent de soutenir cette hypothèse? La première, c'est cette étude qui est sortie sur cette grande cohorte d'infirmières suivies sur le long terme à Boston et dans le territoire du Nouvelle-Angleterre. Et ce que cette étude a mis en évidence, c'est qu'il y a chez les patientes qui ont développé une polyarthrite rhumatoïde un risque accru de faire un infarctus du myocarde 2 fois par rapport à la population générale et un événement cérébral de 1 fois et demie par rapport à la population générale. Alors comment se compare le risque associé à la polyarthrite rhumatoïde par rapport à un autre facteur de risque bien connu qui est le diabète de type 2? Vous voyez ici une courbe des événements, donc de la survie sans événements cardiovasculaires. En bleu, vous avez la population générale. Et puis, vous avez le diabète et la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que dans les deux cas, on a des courbes qui sont très similaires, ce qui veut dire que dans cette population danoise, le risque associé à la polyarthrite rhumatoïde est aussi grand que le risque associé avec le diabète de type 2. Alors, est-ce que c'est un risque inhérent génétique ou est-ce que c'est un risque associé à l'activité inflammatoire de la maladie? Alors, cette étude est intéressante parce qu'elle a stratifié les patients en patients qui ont une faible activité inflammatoire de la maladie, en vert, puis de l'autre côté du spectre, en bleu, les patients qui ont une forte activité inflammatoire. Et ce que vous voyez, c'est que la survie sans événement cardiovasculaire est bien meilleure si on a une faible activité de la maladie inflammatoire par rapport aux autres. La sévérité de la maladie est aussi associée à un risque augmenté. Vous voyez les deux courbes.
soit des patients en courbe pleine sont les patients qui n'ont pas d'éléments extra-articulaires de leur maladie, tels que des nodules, vasculites et autres, ou atteintes pulmonaires, ou au contraire des patients qui sont classés comme sévères, en pointillés, qui sont les patients qui ont non seulement une polyarthrite qui touche les articulations, évidemment, mais en plus des atteintes extra-articulaires. Et vous voyez que le risque d'événements cardiovasculaires est nettement augmenté chez ceux qui ont une maladie, d'une part inflammatoire et d'autre part plus sévère. Alors, est-ce que c'est tout? Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Ça, c'est une étude de cohorte qui a été faite dans de nombreux pays. Et le bottom line du résultat, c'est que dans le fond, oui, la maladie est importante, la sévérité de la maladie est importante, l'activité inflammatoire est importante, mais on voit que tous les autres facteurs traditionnels sont également importants et doivent être pris en compte lorsqu'on prend en charge les patients avec polyarthrite rhumatoïde. Alors, une étude que nous avons réalisée dans le service a été d'utiliser les données de la cohorte suisse de patients avec maladies inflammatoires. Donc, on avait un peu plus que 5000 patients qui étaient subdivisés en patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, PSA, ou spondylarthrite ankylosante, AxSpA. Vous voyez que les chiffres sont assez importants. Ces patients sont suivis longitudinalement dans différents centres en Suisse. Et la question posée, c'est est-ce que le risque cardiovasculaire qui est bien établi dans la polyarthrite rhumatoïde peut être retrouvé dans d'autres maladies inflammatoires, telles que le rhumatisme psoriasique ou la spondylarthrite ankylosante? Alors, la réponse est oui. On n'a pas trouvé de différence significative entre la survenue d'événements cardiovasculaires dans ces trois maladies, qu'on compare la prévalence ou l'incidence. Et je vous demande de regarder ce qui est ajusté, parce que c'est une analyse multivariée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ces maladies-là, on retrouve effectivement tous les facteurs de risque traditionnels, l'âge, le sexe masculin, l'hypertension, le diabète, l'hyperlipidémie, etc. Et la durée de la maladie a également un impact significatif sur la survenue d'événements cardiovasculaires. Donc, dans le fond, je vous ai montré beaucoup de données sur la polyarthrite rhumatoïde parce que c'est la maladie la plus étudiée. Mais cette étude suisse montre que finalement, les données sont aussi valides dans d'autres maladies inflammatoires rhumatismales. Alors, la pathophysiologie, il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre ce risque. D'une part, l'inflammation peut avoir un effet sur la fonction endothéliale. La fonction endothéliale qui permet de vasodilater, mais également la fonction endothéliale qui permet d'attirer des cellules inflammatoires au sein des vaisseaux. L'inflammation également modifie le profil lipidique. L'inflammation peut également augmenter des éléments de coagulation. On sait notamment que l'inflammation augmente le fibrinogène, augmente le nombre de plaquettes. Et puis, il peut y avoir également un effet de l'inflammation sur la fonction myocardique. Alors, en ce qui concerne l'endothélium, ce slide résume un peu les choses et montre que des cytokines inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le TNF stimulent l'expression des molécules d'adhésion à la surface de l'endothélium, permettant le recrutement de cellules inflammatoires. Puis d'autre part, ces cytokines ont également un effet sur la fonction des cellules endothéliales, notamment avec un effet sur le NO. Alors, comment est-ce que ça a été mesuré? Ça, cette étude est assez intéressante. Je dois dire que je suis assez admiratif parce qu'ils ont recruté des patients à qui ils ont fait des cathéters artériels. Et c'est pas rien, finalement, d'avoir 10 patients avec polyarthrite et 33 contrôles à qui ils ont fait ces investigations. Parce que ça montre, c'est que le flux artériel
est diminuée chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est que quand on stimule avec l'acétylcholine qui a un effet sur l'endothélium, on voit que les patients qui ont reçu un traitement de la polyarthrite rhumatoïde retrouvent des niveaux similaires au contrôle par rapport aux patients avant l'administration d'un traitement anti-inflammatoire. Donc, c'est un élément assez sérieux qui montre l'importance ou l'effet de l'inflammation sur la fonction endothéliale. En ce qui concerne les lipides, il y a des effets de l'inflammation tout à fait nets et avérés sur les taux de lipides et notamment les taux de cholestérol. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les taux de cholestérol diminuent de manière importante et de triglycérides lorsqu'on a une maladie inflammatoire. Notamment, les cardiologues savent que s'ils mesurent le cholestérol juste au moment d'un infarctus ou juste après un infarctus, les taux de cholestérol sont abaissés. Alors, c'est dû à quoi? Alors, on le voit bien grâce à cette étude. Les oncologues ont injecté toutes sortes de cytokines dans certains protocoles oncologiques. Et parmi les cytokines qu'ils ont injectées, il y a l'interleukine 6. Et vous voyez ce qui se passe quand on injecte l'interleukine 6, on a une augmentation des taux de CRP, c'est ce que l'on mesure quand on a un patient avec une maladie inflammatoire. Mais vous voyez qu'en même temps que cette CRP augmente, vous voyez que le cholestérol diminue de façon tout à fait nette. Donc il y a une diminution du cholestérol dans la maladie inflammatoire, mais malgré ce qu'on pourrait imaginer être un effet bénéfique, il n'y a pas d'effet bénéfique dans l'inflammation pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une oxydation des LDL qui deviennent plus pathogènes. Et le deuxième élément qui est encore plus important, c'est qu'il y a un changement de la composition de protéines des HDL qui perdent leur capacité anti-athérogénique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les HDL? Alors, HDL, normalement, est une lipoprotéine qui est entourée de protéines avec un effet plutôt anti-inflammatoire, comme l'apolipoprotéine A1. Lors de l'inflammation, il y a un changement. Les HDL perdent ces protéines-là, mais gagnent d'autres protéines, comme la sérum amyloïde A, qui est un équivalent de la CRP, ou la phospholipase A2, et ça change totalement les caractéristiques des HDL qui deviennent plutôt pro-athérogéniques. Et c'est bien montré ici, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont été faites, on a fait aussi ces études-là, c'est que quand on donne un traitement puissant anti-inflammatoire, comme un traitement anti-cytokine, on peut totalement renverser la composition protéique des HDL. Et il y a une corrélation tout à fait nette entre ces HDL qui sont pro-athérogéniques et la maladie inflammatoire. Une autre lipoprotéine qui est aussi importante dans le risque cardiovasculaire, c'est LP petit a, que vous mesurez de temps en temps chez les patients pour estimer le risque cardiovasculaire. Dans les maladies inflammatoires, LP petit a est augmenté. Et puis, dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait une étude randomisée où on a donné soit un anti-TNF, soit un anti-interleukine 6. Et on voit que dans les deux cas, on a une diminution des taux de LP petit a qui sont encore plus importants quand on donne un anti-L6. Donc, avec un anti-L6, on a une augmentation des taux de cholestérol dans le sang, ça on le sait. Pour autant, on n'a pas une augmentation du risque cardiovasculaire parce qu'on a des modifications dans le profil lipidique, notamment les protéines qui sont associées. On a également une modification du LP petit a qui a plutôt un effet favorable malgré l'augmentation globale des taux de cholestérol.
L'inhibition d'interleukine 6 et d'autres mécanismes anti-inflammatoires a également un effet sur l'hypercoagulabilité. Vous voyez ça notamment ici avec les diminutions du fibrinogène. Il y a aussi une diminution des taux de plaquettes. Alors, avec tout ça, on a vu que la maladie est associée à un risque accru. Les phénomènes inflammatoires, on a des bonnes bases physiopathologiques pour comprendre pourquoi il y a un risque accru. Dans le fond, quel est l'impact sur les traitements? Alors, le premier traitement auquel on pense quand on pense anti-inflammatoire, c'est la prednisone. Et en fait, malheureusement, la prednisone augmente un peu le risque cardiovasculaire parce qu'au-delà des effets anti-inflammatoires de la prednisone, vous savez tous qu'elle a des effets métaboliques qui sont importants et que donc il y a aussi une augmentation de la tension artérielle, etc. Et donc la prednisone, chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde, de manière dose dépendante, augmente le risque d'événements cardiovasculaires. Alors, quand on parle de traitement en rhumatologie, on parle essentiellement des traitements de fond. Et notre traitement de fond de base, c'est le méthotrexate. C'est le traitement, je dirais, le plus couramment utilisé chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires. Mais il y en a d'autres, comme le léflunomide, qui est à Rava, ou bien la sulfasalazine, la salazopyrine. Tous ces médicaments réduisent le risque cardiovasculaire chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde. Ça a été essentiellement démontré dans des études observationnelles. Et puis, cet effet protecteur du méthotrexate, il y a de nombreuses études qui l'ont démontré de manière constante. Donc, il y a clairement une réduction du risque importante démontrée. Alors, les traitements anticytokines. Alors, le traitement anticytokine le plus couramment utilisé, ce sont les anti-TNF. Il y en a d'autres, évidemment, je vous ai parlé des anti-L6. Puis les anti-TNF, également dans de nombreuses études, ont été montrés réduire le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est une méta-analyse et ça, c'est tout à fait clair. Donc, clairement, on voit qu'en dehors de la prednisone ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont des effets hors l'effet anti-inflammatoire, les autres traitements, méthotrexate et traitements biologiques, diminuent le risque cardiovasculaire. Alors, il y a eu une polémique avec les inhibiteurs de JAK, qui sont un autre type de médicament qui se prend de façon orale, avec un risque accru de thrombose. Et puis ça, c'est une étude qui a été menée dans le service, une étude sur de nombreux registres de patients avec polyarthrite rhumatoïde dans le monde. Et vous voyez les nombres qui sont tout à fait appréciables. 20 000 patients traités par anti-TNF, 11 000 par inhibiteur de JAK, 10 000 par d'autres biologiques. Et on voit que l'analyse ajustée pour les événements cardiovasculaires ne montre pas une augmentation chez les patients traités par inhibiteur de JAK par rapport aux anti-TNF. Donc, c'est plutôt rassurant, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a un effet dose-réponse, et notamment avec le tofacitinib, qui est un inhibiteur de JAK, un effet dose-réponse avec un effet accru par rapport au risque thrombotique. Alors, tout ça, ça amène à quoi? Ça, c'est des recommandations qui ne sont pas basées sur l'évidence. Vous voyez d'ailleurs que la force de la recommandation, il n'y a pas de A là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méta-analyse, il n'y a pas d'études randomisées. Donc la plupart, c'est des études observationnelles. Et donc, dans ces études observationnelles, qu'est-ce qui est recommandé par l'Association européenne de rhumatologie? C'est de contrôler l'activité de la maladie, ça je vous l'ai démontré. 2, de se préoccuper des risques cardiovasculaires traditionnels. 3, de faire attention quand on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens et de la prednisone, parce que ça peut augmenter le risque cardiovasculaire. Et puis d'utiliser les outils que nous avons, les autres outils anti-inflammatoires que nous avons, pour mieux contrôler l'activité de la maladie. Alors, est-ce que, finalement,
au cours de ces 20 dernières années, avec une meilleure prise en charge des patients, une meilleure prise en compte des événements cardiovasculaires, est-ce que les choses ont changé? Alors ça, c'est des courbes Kaplan-Meier de survie globale et puis survie liée à la mortalité cardiovasculaire. Alors, ce que vous voyez en pointillé, c'est les polyarthrites rhumatoïdes, ça c'est la survie globale, polyarthrite rhumatoïde. En trait plein, c'est la population générale. Et vous voyez, quand on prend des populations dans les années 90, on avait une grosse différence entre polyarthrite et population générale. Début des années 2000, en vert un peu plus clair, il y a toujours une différence, mais la mortalité même globale dans la population générale s'améliore, mais elle s'améliore aussi dans la population avec polyarthrite rhumatoïde. Et on voit que les résultats les plus récents, les deux courbes, la pointillée et très plein, tendent à se rapprocher avec une amélioration probablement liée au fait qu'on prend mieux en compte ces problèmes. On voit que la mortalité cardiovasculaire a suivi également la même direction. Donc, en somme, le risque cardiovasculaire dans les maladies rhumatologiques inflammatoires demande une utilisation ou un suivi des facteurs de risque traditionnels et en plus un bon contrôle de la maladie inflammatoire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Sam, pour ce magnifique survol. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Voilà. Est-ce que l'usage des anti-IL-6, qui est long, diminue la fréquence de la sténose aortique? Parce qu'on sait que la lipoprotéine A entraîne une sténose aortique. Ouais. Alors, je n'ai pas vu d'études typiquement focalisées sur cette question-là. Alors, on a des études en cours, notamment aux HUG actuellement, déjà uniquement sur le rôle de la lipoprotéine A dans la sténose aortique. Donc ça, c'est déjà une chose qui est dans l'étude. Donc je pense qu'on n'a vraiment pas les données actuellement pour répondre à cette question. Mais bien sûr, c'est totalement d'actualité. Oui, j'avais une question juste dans les guidelines des rhumatologues. Est-ce qu'il y a, quand les patients sont asymptomatiques sur le plan cardiovasculaire, à part un management comme ça, est-ce que les rhumatologues vous proposez quand même un screening dans un certain sens ou plutôt pas, s'il n'y a pas de symptômes? Non, par screening, on entend quoi de spécifique, plus que le dosage des lipides, la tension artérielle, etc. Il y a un screening plus avancé ou bien oui, c'est quoi? au niveau imagerie, des choses comme ça, non, chez les patients. Probablement pas. Non, il n'y a pas de screening plus avancé, non. En tout cas, pas proposé. Il faut savoir déjà, ces recommandations, elles sont vraiment pas basées sur une évidence extrêmement robuste, parce qu'il n'y a pas d'études, pas ou très peu d'études randomisées qui a montré finalement l'impact d'un traitement par rapport à un autre dans le risque cardiovasculaire. C'est essentiellement des études observationnelles. Donc, ça reste encore des points à évidemment définir, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de recommandation plus avancée que ce que je vous ai montré là. Juste une question, est-ce que tu as vu une approche avec l'évaluation par niveau de l'écho des carotides? Oui, alors il y a plein d'études qui ont été faites avec l'étude Intima Media, il y a plein de choses qui ont été faites et je ne vous les ai pas montrées. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement un impact de la maladie inflammatoire. Il y a un impact aussi de la durée de la maladie. Et puis, cerise sur le gâteau, ce qui est bien, c'est qu'il y a un impact favorable aussi des traitements anti-inflammatoires type anti-TNF. Ça a été montré avec le méthotrexate aussi. Mais est-ce qu'on peut recommander de faire un bilan dans ce sens? Non. Franchement, disons, il n'y a pas suffisamment, encore une fois, il n'y a pas suffisamment de données pour appuyer ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre en compte les facteurs de risque traditionnels,
de contrôler au mieux la maladie, c'est ce qu'on fait assez bien avec nos traitements. Et puis, je pense que pour l'instant, il faut vraiment attendre qu'il y ait des études qui montrent vraiment le bénéfice d'un tel screening pour changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de bénéfice à changer les choses. Ça va même assez loin parce que il y a eu toute une polémique au début avec l'anti-L6 parce que ça augmentait les taux de cholestérol. Les gens avaient peur. Alors, la FDA a demandé à Roche de faire une étude head-to-head contre un anti-TNF. Et cette étude head-to-head, elle a recruté quelques milliers de patients. Et puis, dans le fond, ce que ça a montré, cette étude, c'est qu'il n'y avait aucune différence dans les deux, mais que la survenue d'événements cardiovasculaires était très faible. Et ce que vous avez vu d'ailleurs là, c'est qu'il y a une nette amélioration du fait de la prise en charge. Donc maintenant, je ne suis pas sûr qu'en allant de manière beaucoup plus fine, on peut aller beaucoup plus loin. Concrètement, tu mets tes patients sous statine quand ils ont une activité inflammatoire persistante? Alors, moi, je ne le fais pas moi-même, premièrement. Je pense que c'est des choses qu'il faut faire de manière concertée avec le médecin généraliste qui s'en occupe, éventuellement le cardiologue s'il y a un cardiologue dans l'histoire, ou alors s'il y a un neurologue dans l'histoire, s'il y a un risque, si on parle de la prévention secondaire et autres. Ce qui est clair, c'est que lorsqu'on donne un traitement anti-inflammatoire, notamment un anti-L6, on sait que ça augmente. Et donc, à titre personnel, je ne m'affole pas beaucoup avec la petite augmentation des taux de cholestérol donnée avec un JAK inhibiteur, avec un anti-L6, parce qu'elle n'a pas la même signification que dans la population générale. Merci, Michel. Passionnant, on va encore parler longtemps. On va peut-être réserver les questions à plus tard. On passe au tour suivant.